Donc, pour commencer ce panel, on va avoir, dans le fond, 2 questions qu'on va poser aux panélistes. La première partie, c'est vraiment sur les initiatives. Donc, chaque panéliste va avoir 6 minutes pour nous présenter des initiatives dans la communauté. Puis, en premier, on va demander à Valérie et Sarah de nous présenter un projet qu'elles ont mis en place pour des femmes à l'intersection de plusieurs oppressions, pour que des femmes, dans le fond, à l'intersection de plusieurs oppressions, puissent accéder aux services dont elles ont besoin. Donc, je vais laisser la parole à Valérie pour commencer. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'opportunité de présenter le beau projet qu'on a mené aujourd'hui, cette année. Donc, cette année, on a mis sur place la boussole LGBTQ+, c'est un programme pour les personnes migrantes et demanderesses d'asile. Pour moi, c'est important de vous donner des éléments de contexte, vous parler de l'histoire du programme pour vraiment comprendre dans quel contexte vraiment ça a émergé. Lorsque j'ai commencé à travailler au Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal, je ne m'attendais pas à travailler avec des demandeurs d'asile. D'abord, engagée comme animatrice communautaire, j'ai réalisé que les demandeurs d'asile représentaient 80% du membership du centre, mais ne recevaient pas 80% des services en raison de la difficulté de trouver du financement. Pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise avec tout ce qui est les questions de financement, à ma connaissance, il y a très, très peu de financement qui existe pour les populations qui sont en demande d'asile, puis encore moins quand on se retrouve justement au croisement de plusieurs oppressions où on est demandeur d'asile, membre des diversités sexuelles et de genre, avec un parcours des fois post-migratoire extrêmement traumatique. Puis aussi, en fait, comme on parle de demandeurs d'asile, le gouvernement est très frileux à financer les programmes parce qu'on n'est pas sûr que les personnes vont rester sur le territoire. C'est avec toutes ces considérations en tête que j'ai travaillé à obtenir du financement. Puis vous imaginez bien que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a réussi à obtenir notre première subvention. Puis c'est comme ça que la boussole est née. Le programme repose sur 3 axes de services cohérents et imbriqués, soit l'éducation, l'intervention puis les activités socio-culturelles. Le volet d'intervention s'adresse autant à nos membres, aux intervenants ou aux différents groupes d'intégration des organismes qui travaillent en immigration. Pour nos membres, on organise différentes activités d'éducation populaire, notamment des ateliers sur le droit du travail, axés sur les agences de placement parce que c'est un besoin qu'on a vu émerger avec nos membres, ainsi que sur l'employabilité. C'est vraiment grâce à des nombreux partenariats communautaires qu'on est capable d'offrir une gamme d'ateliers diversifiés. Ensuite, on offre des activités de sensibilisation pour d'autres organismes qui travaillent avec des personnes migrantes. De cette façon-là, en fait, on peut atteindre 2 objectifs, soit de faire connaître nos services à des gens qui autrement n'auraient pas su qu'on existe, puis faire une activité de sensibilisation. On a donné ces ateliers-là à plusieurs reprises, puis à chaque fois, vraiment, c'était des expériences formidables. À l'ère du virtuel puis du Zoom, en fait, il y a des défis supplémentaires dans le sens où la discussion de couloir a lieu en même temps que l'atelier. Fait que pendant que je donnais les ateliers, souvent, on devait répondre aux questions dans le chat des personnes de la diversité sexuelle qui étaient des fois trop gênées pour demander leurs questions en public. Mais à toutes les fois, en fait, on a réussi à répondre à leurs questions. Puis, en fait, la plupart des gens qui s'identifiaient sont devenus membres avec nous aujourd'hui, puis font partie de nos services. Ensuite, on a un volet, en fait, qui est vraiment plus autour de l'intervention, qui est le volet le plus important du programme. Notre service principal s'articule autour de la préparation psychologique à l'audience. Pour ceux qui ne travaillent pas avec les demandes d'asile, il faut savoir que c'est foncièrement différent des réfugiés acceptés. Le statut de demande d'asile, c'est un peu une zone grise, un statut temporaire en attente de l'audience qui va statuer si oui ou non les personnes remplissent les critères pour pouvoir rester au Canada. Fait que vous imaginez un peu, là, il y a l'équivalent d'une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on ne peut rien ancrer, on ne peut pas vraiment avoir de racines quand on n'est pas certain si on peut rester sur le territoire. Fait que nous, à ce moment-là, on vient donner de l'information sur comment ça se passe, autant l'audience,
la préparation des preuves, puis aussi comment gérer le stress, puis tous les autres aspects de la vie qui viennent autour de ça. Faut savoir que souvent, les demandeurs d'asile qui sont accompagnés avec l'aide juridique vont avoir une moyenne de 3 rencontres avec l'avocat sur une période qui peut des fois s'échelonner jusqu'à 3 ans. Fait que c'est très peu d'accompagnement là, qui est disponible. Fait que nous, on vient combler ça avec ce service-là. C'est vraiment un moment privilégié là, pour tisser des liens de confiance avec les gens, puis après faire des référencements plus délicats qu'on ne pourrait pas faire autrement, notamment dans tout sur les questions des traumas où on va des fois référer à Arrivo Résilience, par exemple. On fournit également des lettres de soutien pour l'audience qui servent à la fois à montrer le soutien d'une organisation et l'affiliation à un groupe communautaire LGBT qui sont essentiels là, à la demande d'asile. Finalement, on a le volet des activités socio-culturelles. En tant qu'organisme, on s'engage à organiser un minimum de 2 activités par mois. En ce moment, pour vous donner un exemple, on a des groupes de discussion anglais, français, différentes activités pour pratiquer le français aussi, ça nous a été beaucoup demandé, des activités artistiques, puis environ une fois par mois, on a des activités aussi en espagnol. C'est vraiment dans le but de briser l'isolement puis de faire réaliser en fait que c'est pas des problèmes personnels puis individuels puis qu'on est vraiment, tu sais, sur quelque chose qui touche une grande partie des gens. On réussit, tu sais, à les mettre ensemble puis à briser l'isolement, ce qui est vraiment important. Bien sûr, mon programme est complémenté par tous les autres services du centre. Notamment notre magnifique bibliothèque à livre ouvert, un joyau caché qui contient plus de 20 000 documents physiques en anglais, en français, quelques-uns en espagnol et en portugais sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre. À l'exception de financement ponctuel, on fonctionne principalement sur une base de dons pour être capable de mettre ces livres-là à disposition. La bibliothèque est un endroit où les personnes peuvent se documenter, réfléchir et explorer les enjeux de façon plus intime ou personnelle que ce que permet, par exemple, les groupes de discussion. On a également l'accueil et la réception, puis on a à ma connaissance en ce moment un des seuls organismes LGBT de Montréal qui a des heures d'ouverture un peu de type walking hours, où les gens peuvent être certains de rencontrer quelqu'un dans nos heures d'ouverture. S'ils ont besoin de parler, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de longues interventions, mais on réussit à faire du référencement puis de l'aiguillage, puis vraiment d'accueillir la personne comme elle arrive. C'est vraiment aussi, on développe toujours des partenariats, ce qui nous permet vraiment de référer là où nous, on n'est pas capable d'agir. Au niveau de l'optique du genre, en fait, encore aujourd'hui, les hommes cis de la diversité sexuelle représentent quand même la majorité des utilisateurs de services. Malgré tout, on a fait beaucoup d'efforts au cours de la dernière année pour diversifier notre programme puis pour rejoindre les femmes parce qu'on a conscience qu'elles font face à plus d'obstacles pour nous rejoindre. Par exemple, les personnes en demande d'asile ne sont pas éligibles aux garderies subventionnées. Ce qui est un obstacle vraiment important pour accéder aux services. On a pris l'habitude, par exemple, de dire que les enfants sont bienvenus dans toutes les activités, autant en personne que virtuelles. Ce qui fait que quand on faisait les activités en personne, on a eu de plus en plus de femmes qui venaient avec les enfants, puis qui pouvaient jouer pendant qu'on avait les groupes de discussion, etc. Aussi, on a essayé de varier les horaires parce qu'on faisait surtout des activités de soir, ce qui n'est pas toujours facile pour les femmes. Donc, on a fait des activités aussi en matinée. On a également beaucoup travaillé avec le projet Trace de la TCRI qui travaille à documenter l'expérience des femmes migrantes et à fournir des outils aux intervenantes. Puis pour finir ma présentation, ça fait plusieurs années également qu'on fait pression sur la Ville de Montréal pour obtenir une rampe d'accès, puisque nous, on est locataire de la ville, pour vraiment essayer de rendre nos services accessibles à tous et toutes, mais c'est une longue bataille avec la ville en ce moment. Sur ce, je vais clore et laisser la parole. Merci Valérie. Sarah, est-ce que toi, tu veux nous présenter des initiatives que vous avez mises dans l'ouest de l'île pour permettre à plusieurs femmes d'accéder à des services dont elles ont besoin? Thank you. My name is Sarah Ford. I am the Executive Director for the West Island Women's Center, and I'm really happy to be here to shine a light on what we've been doing in the context of the pandemic, but also the development of and growth of our center over the past couple of years.
The origins of the center date back to the 1970s when a small group of women gathered together at one of the local CEGEPs to identify programming that they could be doing during the day, which also involved a childcare service. And the programming ranged from educational to special interest, personal development, and recreation. And that origin still runs through the programming that we run today, though demographics in the West Island have significantly changed since the 1970s. The programming is in English, but our customer service is in French, and all of our information is in French as well too, online. Since the start of the pandemic, it's been a very interesting experience to move a community center online. It just doesn't feel right because we're so used to welcoming people into the center and being able to provide our programming to multiple different types of people coming in physically. But we recognized that it was necessary to provide our support programming online right away. And the support programming is free and ranges for various topics that help provide services for women within the West Island and beyond. When we had originally thought of the West Island Women's Forum, this was an idea that I had brought forth to the board back in September 2019. And the thought behind it was to provide an opportunity for women to come together in a low-cost option of a conference. And typically, when women are invited to conferences within the workplace, it tends to be more of the senior managers because it's very cost prohibitive to be able to attend any of these big technical conferences. And what that means, and from my own personal experience, there does not tend to be a lot of exchange of ideas about your own contributions within your subject matter or expertise, or opportunity to be able to learn from other subject experts. So the West Island Women's Forum had the concept of bringing women together for certain topics that would be of interest and support. Now, this was back in early 2020 when we started organizing it, and 1 week to go, we pulled the plug because of the restrictions that happened for events. It was very heartbreaking professionally, but also it was a very exciting event because it was the first time something like this had been happening in the West Island. So we quickly obviously adjusted and said, we're going to still run this one way or the other, but inevitably it had to be an online event, which we just finished running last week. And this initiative was to help increase support for different segments of the population that normally do not go out and seek support. And the reason why this has been a change for the West Island Women's Center is the community atmosphere has made a natural place for women to come and to gather and to find community support. We have women who are recent arrivals to Quebec. This is sometimes their first opportunity to be able to meet community members. We have a lot of women who come here to actually learn to practice their English within a class setting, but do it based on their own subject interests. We have the free childcare service. Now, with the pandemic, we obviously see an increase in isolation, especially within the senior women within our community, and also within different segments of younger women, whether it would be home and childcare while working, remote working, the loss of loved ones during this context, the loss of family support. A lot of the times, a lot of the women are juggling both the family responsibilities with the absence of their support network. So the pandemic forced the change of the forum, but it didn't really force the value or the essence of what we were trying to do, which is to provide this type of opportunity and support network. It was a fantastic experience, and I'll have to be honest, it was lovely to see people every day and the same people every day, even if it was on screen. We had a very engaged group of participants. We covered ranges of topics for support for entrepreneurs, professional skills development. We also had a session discussion forum for senior women and supporting them now and beyond. We also had a really lively discussion with CBC Montreal, who provided media training, a little media relations session, which was of high benefit for organizations that were interested in learning more. And we had one on managing stress, but just very contextual, practical mental health support. The last session is the one that I really wanted to speak to, which was community services for women and girls. Our intention was to bring together organizations from across the West Island and also in Montreal
that provided services regardless of what their primary mission was. So for example, if they provided legal services, if they had a special programming that was able to help women going through divorce proceedings or custodial situations, they would be able to communicate to all the forum participants that these services they provide are in the context for women and girls. It ranged from that to other community organizations that do outreach programming, street outreach. We had different umbrella organizations like the Montreal Council of Women that were involved. And what it ended up turning out to be was about a group of 64 different interested parties coming together to discuss barriers, assumptions of gaps, and also the reality of what they're facing in terms of providing services for women and girls. The hope and the intention is that we'll be able to do this as an annual event and do it as an informal get-together every couple months, because the people who were on the call might not know of the other organizations. And we do have the ability to know what other organizations do, but maybe not particularly looking at it through the lens of women and girls. So we'll be providing a follow-up report and analysis. We also are gathering together all the contact information of these different organizations, and we hope to grow that. One of the challenges, and I'll explain from the center's perspective, if we have a woman who's calling us and she is in need of shelter assistance right away, we would refer them to the West Island Women's Shelter. We know that organization provides that service, but we might not know that there's other organizations that provide services that we might not be able to provide. And the intention is that we, along with other organizations in the West Island, have a better understanding of how we can improve the lives of women and girls in our community. And that really goes to the essence of what our mission is as well too. But as the demographics change, as situations change, and as we're starting to adapt to hopefully a post-pandemic world, I would like to make sure that we continue to evolve our services of support. And we do realize that the isolation support is becoming one of the biggest challenges. And our hope and intention is that when we can invite in-person programming back to the center, we'll be able to do this with an increased focus on supporting some of the senior women that have not been able to interact or get the support because of either technology barriers, language barriers, safety barriers. And that's also an extension of what we're looking to do post this forum. And when we look to extend our programming in the future as well, we're not going to lose the technology side of it. Valerie raised a very good point that the technology was able to bring in people who needed support that might not be as comfortable coming into a social situation or a community center. And we're able to reach people who are in challenging situations, like women who are going through divorce and separation, who are not able to physically come into the center, but could take part in a support group, or women who have experienced child loss and are needing to be able to provide service, but they're not willing to come in physically. So we're identifying how technology can improve this while still maintaining our in-person programming. Thank you.